Bon, bienvenue à tous pour ce webinaire sur la micro-entreprise, les avantages et les inconvénients. Donc, je suis Brigitte Naudin, je suis chargée de conseil à la création reprise d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie des Deux-Sèvres. Et donc, c'est moi qui vais animer ce webinaire donc d'une heure, de 14 h à 15 h. On a pris un petit peu de retard. Je vais vous donner les consignes pour l'organisation. Quelques consignes avant de démarrer. Donc, 1 heure de webinaire, 45 minutes de présentation et 15 minutes, on prévoit toujours un petit temps après la présentation pour répondre, si c'est possible, à vos questions. Durant le webinaire, vous pouvez utiliser aussi le chat. On a Laetitia de la Chambre de métier qui est avec nous et qui répondra au fur et à mesure à vos questions ou qui interviendra si elle le juge utile lors de ma présentation pour répondre au mieux à vos questions. On vous demande effectivement de garder vos micros coupés durant la présentation pour éviter évidemment le bruit de fond pour tous. Comme je le disais en amont, le webinaire est enregistré afin de pouvoir être utilisé après en replay. Tous les webinaires de la journée seront à disposition au milieu de semaine prochaine sur les sites des consulaires, donc Chambre de commerce, Chambre de métier et Chambre d'agriculture, pour que vous puissiez les consulter. Et puis, sachez qu'à la fin du webinaire, on mettra en ligne un petit questionnaire de 4 questions pour avoir votre avis sur la présentation, sur le contenu, etc., pour qu'on ait un petit retour de votre part sur l'organisation et qu'on puisse, voilà, si possible, s'améliorer à terme, puisque toutes ces présentations en digital, d'habitude, on les fait plutôt en physique, mais depuis 2 ans, évidemment, crise sanitaire oblige, on fait tout en digital. Allons-y. Au menu cet après-midi, pour 1 heure, on va répondre aux questions suivantes. On va tâcher d'y répondre. Qui peut devenir micro-entrepreneur? Qu'est-ce qu'un micro-entrepreneur exactement? Le régime de la micro, en quoi ça consiste? Les obligations comptables et autres, parce qu'évidemment, quand on est micro-entrepreneur, on est un chef d'entreprise à part entière. Donc, il y a aussi des obligations comptables et autres. On va en discuter. On finira par un petit bilan sur les avantages et les inconvénients. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de… Dans la création ou la reprise, il n'y a pas de statut idéal. C'est vraiment lié au projet. Et donc, il y a des avantages et des inconvénients sur chaque régime ou chaque statut. Et puis après, donc, il y aura votre avis nous intéresse puisqu'on aura un petit moment pour répondre au questionnaire. On y va. Qui peut devenir micro-entrepreneur? Donc aujourd'hui, toute personne souhaitant exercer une activité en tant qu'indépendant peut devenir micro-entrepreneur. Ah oui, alors je dis souvent micro-entrepreneur et auto-entrepreneur. Il faut savoir que c'est la même chose. Quelquefois, il y a des gens, c'est vrai, et aujourd'hui, tous les sites ne sont pas forcément à jour par rapport à ça. Et quelquefois, ça peut être confus et de se dire, mais c'est quoi la différence entre l'auto-entreprise et la micro-entreprise? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pareil. Et aujourd'hui, le terme employé est plutôt micro-entreprise. Donc, quand on est salarié, on peut tout à fait avoir en activité secondaire une activité d'indépendant. Il faut juste effectivement respecter l'obligation générale de loyauté. Donc, si vous êtes salarié dans une entreprise et que vous voulez monter une petite entreprise à côté de votre salariat, le but, c'est effectivement de ne pas être en concurrence déloyale, évidemment, par rapport à votre employeur. Il faut faire attention à ça, mais c'est tout à fait possible. Quand on est fonctionnaire, on peut aussi, sous certaines conditions, devenir micro-entrepreneur, mais il y a des obligations d'autorisation. Quand on a un statut de fonctionnaire, quelle que soit l'autorité, il faut demander l'autorisation pour pouvoir exercer. Et il y a un décret de 2016 qui précise réellement les cas possibles. Donc, il faut faire attention. Quand on est retraité, c'est pareil. Aujourd'hui, depuis quelques années, on voit pas mal de gens qui sont à la retraite et qui ont envie de continuer une petite activité en parallèle. Donc, souvent, la micro-entreprise est une bonne solution pour eux. Après, il faut avoir validé sa retraite pour que ça n'ait pas d'implication, évidemment, sur vos revenus à un moment donné. Parce que si vous êtes en pré-retraite progressive ou des choses comme ça,
le fait d'avoir une activité d'indépendant à côté, ça peut avoir des conséquences sur votre pension de retraite. Mais si vous avez validé la totalité de votre retraite, tout ce que vous faites à côté, il n'y a pas de problème. Demandeurs d'emploi indemnisés ou non, étudiants, bénéficiaires du RSA, j'ai envie de dire qu'on est dans un pays libre et que tout le monde, à partir du moment où on a 18 ans, on peut exercer une activité d'indépendant. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Comme je viens de le dire, le cumul d'activités est tout à fait possible. On peut être salarié et indépendant en même temps. Par contre, cela entraîne évidemment des deux côtés des cotisations et contributions sociales pour chacune des activités et des impôts pour chacune des activités, évidemment. Les revenus tirés de l'activité indépendante peuvent avoir un impact, c'est pour ça qu'on le précise, parce que sur les montants de prestations sociales perçus, parce qu'à un moment donné, évidemment, quand vous allez faire votre déclaration d'impôt, il va falloir déclarer et vos traitements et salaires si vous êtes salarié, et vos BIC ou BNC si vous êtes indépendant. Et du coup, ça peut avoir une incidence sur des aides que vous avez, soit pension retraite, soit allocation chômage, soit des aides au logement à la CAF. Toutes ces aides sont liées effectivement aux revenus, donc ça peut avoir des conséquences. Donc, il faut le savoir. Quelles activités peuvent être exercées sous ce régime? J'ai envie de dire toutes les activités, qu'elles soient commerciales, artisanales et certaines activités libérales, parce qu'il faut préciser qu'il y a des activités libérales qui ne peuvent pas être exercées en micro-entreprise. Donc, globalement, toutes les activités, mais attention, effectivement, il y a quelques activités qui sont exclues et qui ne sont pas possibles en micro-entreprise. La micro-entreprise, elle existe depuis 2009. Elle a été mise en œuvre par l'État en 2009. Et comme toutes les lois, au départ, tout était possible. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a eu un peu de lobbying de certaines professions, etc. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des activités que je vous ai identifiées ici qui ne sont pas possibles d'exercer sous ce régime-là. Toutes les activités qui relèvent de la TVA immobilière, tous les marchands de biens, les agents immobiliers, etc., ils ne peuvent pas être sous ce régime-là. Les loueurs d'immeubles non meublés ou professionnels, ce n'est pas possible non plus. Toutes les activités rattachées à la MSA, c'est les activités de la mutualité sociale agricole, ne sont pas possibles aussi en micro-entreprise. Donc souvent, on a souvent des demandes pour des gens qui veulent faire de la prestation de services, d'entretien de jardin, etc. Souvent, on a ces demandes-là. En micro-entreprise, ce n'est pas possible puisque ça dépend de la MSA. Alors, ils ont un régime qui ressemble un peu à la micro-entreprise, mais en tant que tel, ce n'est pas possible. Toutes les activités artistiques qui relèvent de la maison des artistes ou de la GESA. Donc ça, c'est pour tous les artistes auteurs qui ont des droits d'auteur ou des choses comme ça, ou des musiciens ou des peintres professionnels. Là, il y a un statut particulier, il y a une caisse sociale particulière qui gère ce type d'activité. Donc, la micro-entreprise n'est pas possible non plus. Et puis, les professions libérales qui relèvent d'une caisse de retraite autre que la sécurité sociale des indépendants ou de la CIPAV. Les avocats, les médecins, les infirmières, les agents d'assurance, les experts comptables, tous ces gens-là, ils ne peuvent pas se mettre en micro-entreprise. Et puis pour finir, les VDI, les vendeurs à domicile indépendant aussi n'ont pas la possibilité d'être en micro-entreprise. Ils ont un statut un peu particulier. Alors, qu'est-ce qu'un micro-entrepreneur? C'est avant tout un entrepreneur individuel, comme je le disais tout à l'heure, un travailleur indépendant. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un TNS. Je ne sais pas si vous avez suivi ce matin le webinaire de l'URSSAF, travailleurs non salariés. Donc, vous avez la casquette du chef d'entreprise. Donc, vous exercez votre activité en totale indépendance. Vous travaillez sans lien de subordination, c'est-à-dire que vous êtes en autonomie complète. Et vous disposez d'un numéro SIRET, comme tout chef d'entreprise, qui prouve que vous avez bien déclaré votre activité. Et comme tout chef d'entreprise, vous devez respecter l'ensemble des réglementations liées à l'exercice de votre activité. On dit souvent « nul n'est censé ignorer la loi ». Quelquefois, les gens ont tendance sur la micro-entreprise, c'est vrai que quand ça s'est mis en œuvre en 2009, le marketing, j'ai envie de dire, de l'État était un peu de dire en 3 clics, devenez chef d'entreprise.
Oui, alors il y a un peu plus de 3 clics, hein, mais globalement, oui, c'est ça. Mais derrière, ça a des devoirs et des obligations. Donc, c'est bien aussi de les connaître parce que vous êtes un chef d'entreprise à part entière. Ça, c'est juste pour vous expliquer un petit peu, pour faire le lien entre les différentes structures juridiques, parce que je vous l'accorde, souvent, les porteurs de projets sont un peu perdus par rapport aux différents statuts et régimes. Ce qu'il faut retenir, j'ai essayé de schématiser un petit peu les choses, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a un projet de créer une activité, quelle qu'elle soit, il y a deux, ou de reprendre, il y a deux possibilités. Soit on décline une entreprise individuelle, soit on se met sous la forme de société. L'entreprise individuelle, on dit souvent aussi entreprise en nom propre, hein, c'est-à-dire que vous et l'entreprise ne font qu'un. Et puis après, la société, c'est une personne morale à part entière, avec tous les statuts dont vous avez déjà certainement entendu parler, SARL, EURL, SAS, SNC, j'en passe des meilleurs, parce qu'en France, on est un peu particulièrement compliqué sur ces sujets-là. Donc, la micro-entreprise, c'est bien une entreprise individuelle avec un régime spécial, et c'est ce dont on va parler tout à l'heure, avec un seuil de chiffre d'affaires, des charges sociales et fiscales calculées sur le chiffre d'affaires, on va en parler. Mais quand vous avez un projet, vous pouvez aussi créer en entreprise individuelle dite classique ou au réel, qui est un peu différente, où là, on n'a pas de seuil de chiffre d'affaires et puis le calcul des charges sociales et fiscales est calculé un peu différemment. Si vous avez suivi aussi le webinaire de ce matin par rapport à l'URSSAF, vous devez vous y retrouver. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Le régime de la micro-entreprise, c'est un seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser, un régime micro-social simplifié, un régime micro-fiscal spécifique avec un régime de droit, on va le voir, et puis l'option du prélèvement libératoire, un régime de TVA aussi un peu particulier, et puis différentes contributions que sont la formation professionnelle, la contribution foncière des entreprises et les taxes pour frais de chambre consulaire. Donc, vous voyez bien là qu'à un moment donné, s'inscrire en 3 clics, oui, mais que derrière, il est bon de savoir, et c'est bien que vous soyez inscrit à ce webinaire, parce que derrière, vous allez avoir des implications et des éléments et des taxes à payer. Il vaut mieux savoir ce qu'on va devoir payer avant de démarrer plutôt que de le découvrir au fur et à mesure. Donc, on va voir tous ces points un par un pour bien comprendre le principe. Donc, quand on parle de chiffre d'affaires à ne pas dépasser, en fonction de l'activité, il n'est pas le même. Donc, on a un chiffre d'affaires maximum de 176 200 € de chiffre d'affaires pour toutes les activités, ce qu'on appelle des activités d'achat-revente. J'achète un produit pour le revendre. Et puis, toutes les activités d'hôtellerie et restauration qui rentrent dans cette partie-là. Et puis après, on a un chiffre d'affaires de 72 500 pour des activités de prestation de services, qu'elles soient commerciales ou artisanales, et pour les professions libérales. Donc là, déjà, il faut que vous puissiez vous positionner par rapport à ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce chiffre d'affaires-là, il est valable pour 12 mois d'activité. Nous sommes aujourd'hui le 7 octobre. Si vous voulez commencer début novembre, évidemment, jusqu'à la fin de l'année, vous n'avez pas la possibilité de faire ce chiffre d'affaires, hein. Il faudra faire ce qu'on appelle une règle de 3, un prorata, pour identifier jusqu'à la fin de l'année 2021 combien de chiffre d'affaires vous avez droit. Et puis après, sur l'année 2022, comme elle sera complète, vous aurez droit à ce chiffre d'affaires-là, hein. Ce chiffre d'affaires, si vous le dépassez 2 années consécutives, et je vous le souhaite, ça veut dire que votre activité marchera bien. Si vous dépassez pendant 2 années consécutives ce seuil de chiffre d'affaires, automatiquement, la 3e année, on vous basculera en fait en entreprise individuelle classique, comme on voyait sur le schéma tout à l'heure, puisque du coup, l'État vous laisse en quelque sorte 2 ans pour un peu regarder les choses. Et si pendant 2 ans, vous dépassez ces seuils de chiffre d'affaires, d'office, on vous passera en entreprise individuelle. Alors ça, je dis souvent, il ne faut pas le subir, il faut l'anticiper, hein. Donc, il est important de suivre ça régulièrement. Et si vous voyez qu'effectivement, alors bien sûr, vous pouvez changer une entreprise, sa vie au quotidien. Il y a beaucoup de gens qui démarrent en micro parce que c'est un peu rassurant et on verra pourquoi tout à l'heure. Mais après, une entreprise, elle peut évoluer, hein, dans le temps.
Et nous, on a beaucoup de porteurs de projets qui démarrent en micro et après, quand l'entreprise évolue en fonction des besoins, ils changent de statut parce que c'est plus intéressant et que l'entreprise peut se développer un peu plus en ayant un autre statut. Donc, voilà pour le chiffre d'affaires. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2009, quand le régime est apparu, les seuils étaient beaucoup plus petits. Et puis, il y a eu de la demande par différents syndicats professionnels pour dire qu'il faut augmenter le seuil. Donc, chose que l'État a faite, a augmenté le seuil. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on atteint des seuils. Enfin, je veux dire, évidemment, pas si vous avez une entreprise avec 50 personnes, mais si vous êtes tout seul sur une activité, ça vous laisse quand même une marge de manœuvre non négligeable. Donc, voilà pourquoi on disait micro-entreprise, parce qu'au début, c'était pour effectivement avoir des petites activités. Aujourd'hui, 176 000 et 72 000 de chiffre d'affaires pour une personne, en termes de réalisation et de pouvoir en vivre, de rentabilité, ça peut être tout à fait possible. Là, on a parlé du seuil de chiffre d'affaires. Maintenant, on aborde le régime social. Vous savez que quand on déclare une activité d'office, on va avoir des charges sociales et des charges fiscales. Entre autres, il y en a d'autres, mais principalement celles-ci. Et les cotisations sociales donc, sont calculées en appliquant un taux sur la base du chiffre d'affaires. Donc, une fois que vous serez inscrit, vous aurez lors de l'inscription la question est-ce que vous souhaitez déclarer votre chiffre d'affaires et payer vos charges par mois ou par trimestre? Ça, c'est vous qui décidez. Il n'y a aucune incidence derrière, c'est juste une question d'organisation pour vous. Le paiement est libératoire, ça veut dire que tous les mois ou tous les trimestres, en fonction de ce que vous aurez choisi, eh bien, il y aura un prélèvement qui sera fait par rapport à votre chiffre d'affaires. Si je déclare 100 de chiffre d'affaires et que je suis sur une activité d'achat-revente, je vais payer 12,80 € de charges sociales par mois ou par trimestre en fonction de ce que vous aurez choisi. Donc, pour tout ce qui est achat-revente, c'est 12,8 et pour toutes les autres activités de prestation de services, que vous soyez profession libérale ou prestation de services commerciales ou artisanales, c'est 22%. Donc là, c'est simple et libératoire. Il faudra tous les mois aller déclarer ou tous les trimestres, aller déclarer votre chiffre d'affaires et donc un taux sera appliqué pour que vous payiez vos charges sociales au fur et à mesure. Les cas particuliers des bénéficiaires de l'ACRE. ACRE, aide à la création reprise d'entreprise. En fait, c'est une aide de l'État qui permet une exonération partielle des charges sociales obligatoires. Ça, c'est pour vous aider pour démarrer sur la première année, d'avoir moins de charges à payer pour cette première année. Et donc, l'exonération, elle est de 50%. Donc, au lieu de payer effectivement pour les activités d'achat-revente 12,80 €, vous pourrez, sur la première année, avoir des charges à 6,4 € et pour les autres prestataires de services, au lieu de payer 22% du chiffre d'affaires, eh bien, sur la première année, vous n'avez que 11%. Donc ça, c'est intéressant pour démarrer parce qu'on sait bien que quand on démarre une activité, le chiffre d'affaires progresse au fur et à mesure des mois, mais les premiers mois de démarrage, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est toujours bien d'avoir moins de charges et donc un peu plus de marge et un peu plus de marge de manœuvre. Par contre, pour bénéficier de l'ACRE, tout le monde n'y a pas droit. Il y a des conditions d'éligibilité. Soit vous êtes demandeur d'emploi indemnisé ou non. Si vous êtes indemnisé d'office, vous allez pouvoir y accéder. Si vous n'êtes plus indemnisé parce que vous avez passé le cap de l'allocation de retour à l'emploi, il faut être au moins inscrit 6 mois au cours des 18 derniers mois pour en bénéficier. Je me permets d'intervenir, Brigitte. Oui, bien sûr. Tu le disais justement qu'au démarrage, l'ACRE permettait d'avoir une bonne marge. Une petite alerte que l'on constate aussi pour vous, créateurs, c'est que prenez en compte l'ACRE, par contre, vos prix, vous les déterminez dès le départ Avec sur le le taux plein. rythme de croisière, parce qu'on constate souvent que lorsque vous démarrez, vous voulez vraiment pénétrer le marché, donc faire une entrée en force en proposant des tarifs ou des prix qui sont un petit peu plus bas parce que vous avez l'ACRE. Et puis, lorsque vous n'avez plus l'ACRE, du coup, vous remontez vos prix et vis-à-vis du client, ça ne passe pas forcément. Ça passe pas, d'ailleurs. Et il vaut mieux le voir autrement, c'est-à-dire être sur un rythme de croisière, avoir une marge plus conséquente qui vous permet de mieux démarrer. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est une bonne réflexion. Donc, quand vous allez calculer vos prix,
ne tenez pas compte de l'ACRE. Calculez vos prix avec la charge maximum. Comme ça, vous n'aurez pas à changer vos tarifs en cours de route et donc la marge sera plus bonne pour vous la première année. Intéressant. Donc, allocataire du RSA ou allocation de solidarité. Pour les jeunes de moins de 26 ans d'office, ils ont droit à l'ACRE. Les personnes reconnues travailleurs handicapés, des entreprises qui s'implantent au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il y a des villes qui identifient des quartiers prioritaires pour inciter les gens à créer de l'activité sur certains quartiers. Et puis, il y en a d'autres. Je n'ai pas mis toutes les conditions d'éligibilité. Si vous voulez les connaître, il suffit de taper sur un moteur de recherche ACRE. Par contre, vous tapez bien ACRE 2021 parce que ça change d'année en année pour être sur la bonne page. Prenez souvent les liens du service public. On est sûr d'avoir des informations à jour. Et là, vous avez effectivement une liste très exhaustive de toutes les conditions d'éligibilité pour savoir si vous pouvez en bénéficier. Et donc, comment déclarer et payer ces charges sociales? C'est très simple. Ça veut dire que la déclaration et le paiement des cotisations sociales sont effectués chaque mois ou chaque trimestre en fonction de ce que vous aurez choisi au départ, en ligne sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc, une fois que vous aurez effectivement déclaré votre activité, il va y avoir un délai de carence de 90 jours, c'est-à-dire que pendant 90 jours, vous ne pourrez pas aller déclarer votre chiffre d'affaires, parce que ça, c'est le temps que votre dossier se mette en route. Mais après ces 90 jours, régulièrement, par mois ou par trimestre, il vous suffira d'aller sur ce site, de créer votre compte, là, mon compte, il faudra le créer au début avec votre numéro sirène, votre numéro de sécu. Et puis, tous les mois ou tous les trimestres, il suffira d'aller remplir la case en donnant votre chiffre d'affaires. Et automatiquement, comme c'est un pourcentage, vous aurez le montant à payer de charges sociales. Pour peu que vous y rentriez votre IBAN, ça veut dire que ça sera prélevé automatiquement sur votre compte. Donc, j'ai mis un exemple, un micro-entrepreneur en première année d'activité qui vend des marchandises et qui réalise un chiffre d'affaires de 10 000 €. Donc là, je suis sur une activité d'un an, réglera 1 280 € de cotisation sociale, donc 12,8% sur les 10 000 € ou moitié moins s'il a pu bénéficier de l'ACRE. Mais de toute façon, l'URSSAF saura si vous bénéficiez ou pas de l'ACRE puisqu'il faudra faire votre demande au moment de votre inscription. Faire une demande d'ACRE spécifique en disant « moi, je suis bénéficiaire de l'ACRE », il faut le justifier évidemment, moins de 26 ans ou demandeur d'emploi ou TH, il faut que vous apportiez la preuve que vous pouvez en bénéficier et à ce moment-là, le calcul se fera automatiquement. Donc là, on a vu les charges sociales, on a vu le seuil de chiffre d'affaires, le social, maintenant on va voir le fiscal. J'interviens juste un instant parce qu'il y a plusieurs questions sur l'ACRE et la notion de trimestre. Donc, effectivement, l'URSSAF fonctionne pour le bénéficier de l'ACRE par rapport au trimestre. Sous-entendu, si vous créez le 30 septembre, votre entreprise, vous débutez votre activité le 30 septembre, l'URSSAF va considérer qu'en réalité, le trimestre est consommé et qu'en fait, vous avez démarré au septembre, août, juillet, vous avez commencé au trimestre, attendez que je compte, 1, 2, 3, au 1er juillet. Alors que si vous démarrez au 1er octobre, là, vous débutez sur un trimestre plein. Donc, c'est par rapport au trimestre civil. Voilà, c'est les trimestres civils, pardon, je n'ai pas précisé les trimestres civils. Donc ensuite, si vous démarrez au 1er octobre, vous bénéficierez de l'ACRE jusqu'au 30 septembre 2022. Par contre, si vous démarrez au 30 septembre, par exemple, là, vous ne bénéficierez de l'ACRE que jusqu'au 1er juillet 2022. Est-ce que vous voyez Est-ce que c'est plus clair comme ça? Parce que je me dis l'expliquer par… Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Il faut démarrer sur un trimestre civil. Voilà. Ouais. C'est bon? Je pense que c'est bon. On pourra reprendre après. On pourra en discuter en fin de présentation si vous le souhaitez. Ouais. Donc là, on aborde le régime fiscal de la micro-entreprise. Donc, il y a 2 solutions possibles et ça, vous allez avoir le choix à faire lors de l'inscription. Mais il y a 2 méthodes de calcul un petit peu différentes. Donc, il y a l'option de droit à gauche, là,
où en fait, le bénéfice forfaitaire annuel soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu est fait par rapport à un abattement forfaitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme en micro-entreprise, vous n'avez pas besoin de comptable, personne ne va justifier réellement de vos dépenses. Donc, l'État et les impôts définissent un bénéfice en fait, en faisant un abattement à votre chiffre d'affaires. Si vous avez une activité d'achat-revente, d'hébergement ou de restauration, quand vous allez déclarer au niveau de vos impôts, là, vous savez que tous les printemps de chaque année, on déclare les revenus de l'année antérieure. Eh bien, c'est au printemps 2022, quand vous ferez votre déclaration d'impôt et que vous aviez choisi l'option de droit, ça veut dire que vous déclarerez le chiffre d'affaires que vous avez réalisé sur l'année 2021. Si vous démarrez en novembre, de novembre à décembre 2021, vous avez fait du chiffre d'affaires, donc vous le déclarerez. Et évidemment, les impôts ne vont pas prendre en compte la totalité du chiffre d'affaires, mais les impôts feront un abattement en fonction de votre activité. Abattement de 71% pour les activités d'achat-revente et d'hébergement-restauration, 50% pour les activités de prestation de services commerciales ou artisanales et 34% pour les professions libérales. Donc, en fait, c'est la différence qui est identifiée comme votre revenu. 71% de chiffre d'affaires pour les activités d'achat-revente. Donc, l'État va identifier que les 29% restants correspondent à votre revenu. Pour les activités de prestation de services, c'est la moitié. C'est-à-dire que si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, ils considéreront que votre revenu est de 5 000 euros, la moitié. Et puis, pour les professions libérales, ils vont faire un abattement de 34%. Donc, ils considéreront que 66% de votre chiffre d'affaires représente vos revenus. Ça, c'est l'option de droit. Après, il y a une possibilité qui s'appelle le prélèvement libératoire. En fait, c'est un peu le prélèvement à la source, comme on le connaît aujourd'hui par rapport au traitement au salaire, ou même pour les chefs d'entreprise, c'est de payer un peu au fur et à mesure. Donc là, c'est la solution et elle vous sera demandée lors de l'inscription de choisir cette option. Alors, attention, cette option, elle est sous condition, je vais en reparler, tout le monde ne peut pas la prendre. Mais si vous choisissez cette option, ça veut dire que tous les mois ou tous les trimestres, quand vous allez aller déclarer votre chiffre d'affaires, non seulement vous allez payer vos charges sociales, mais en même temps, vous avez la possibilité de payer l'impôt. Et là, le montant, c'est toujours un pourcentage sur le chiffre d'affaires. C'est 1% pour les activités d'achat-revente, 1,7% du chiffre d'affaires pour les activités de prestation de services et puis 2,20% pour les professions libérales. Donc là, on est vraiment sur des activités, sur des choix au départ. Moi, je pense que la première chose à faire, déjà, si vous vous posez la question, c'est d'identifier si vous avez droit à l'option prélèvement libératoire. Donc, pour pouvoir en bénéficier, il faut que vous ayez un revenu fiscal de référence inférieur ou égal au chiffre que je vous donne. Donc là, il faut regarder en fait votre relevé d'impôt de N-2, puisqu'on est toujours un peu décalé. Et il faut que vous regardiez par rapport à votre revenu fiscal de référence. Souvent, il y a une ligne qui s'appelle revenu fiscal de référence. Et il faut que vous regardiez si vous y avez droit en fonction du nombre de parts que vous avez dans votre foyer fiscal. Une part, une personne, 2 adultes, 2 parts. Si vous avez par exemple 2 enfants, c'est une demi-part par enfant, donc 3 parts. Donc on multiplie les 27 086 par 3 et donc ça donne 81 258. Donc si vous dépassez ces montants-là, donc la première chose c'est allez regarder votre feuille d'impôt, regardez votre revenu fiscal et regardez si vous avez droit au prélèvement libératoire. Si vous dépassez, vous n'y avez pas droit, donc d'office, ça sera de droit. Et à ce moment-là, vous paierez l'impôt un peu en décalage, puisque ça sera, si vous démarrez en fin 2021, ça sera qu'au moment de la déclaration des impôts au printemps 2022 que vous ferez votre déclaration. Et vous savez que c'est toujours en septembre que les impôts vous disent combien vous devez payer. À ce moment-là, vous aurez une régularisation à payer à ce moment-là sur la fin de l'année. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le prélèvement libératoire, voilà, ça vous libère de l'impôt. Alors, il faut faire attention parce que quelquefois, on peut être bénéficiaire parce qu'on remplit bien les conditions. Mais quelquefois, ce n'est pas toujours intéressant de prendre le prélèvement libératoire parce que là, on vous prélève certes des petits taux, mais on vous le prélève d'office et peut-être que vous n'êtes pas imposable.
et que du coup, si vous n'aviez pas pris cette option, vous seriez à nouveau pas imposable. Donc là, ça se calcule. C'est vrai que c'est toujours un peu difficile de répondre pour les personnes à cette raison parce que ça dépend de vos revenus, le revenu de votre foyer qu'on ne connaît pas et donc c'est un peu compliqué. Ce que je propose toujours aux porteurs de projets, c'est de faire des simulations sur impôt.gouv.fr. Vous avez la possibilité effectivement de faire des simulations pour mesurer ce qui est le plus intéressant pour vous. Moi, alors après, c'est ma vision à moi, il n'y a pas de science exacte. Souvent, quand on démarre une petite activité, pas forcément intéressant de prendre le prélèvement libératoire. Après, ça se calcule. On a vu le social et le fiscal. Maintenant, la franchise de TVA. Par principe, la micro-entreprise est franchise de TVA, c'est-à-dire que l'État vous permet de ne pas la collecter auprès de vos clients et de ne pas la payer auprès de l'État. Par contre, comme je vous le disais, en 2009, quand ça a démarré, les seuils de chiffre d'affaires étaient égaux au seuil de TVA actuel. Donc, d'office, les micro-entrepreneurs n'étaient pas assujettis à la TVA. Sauf qu'aujourd'hui, l'État, ayant augmenté les seuils de chiffre d'affaires, ils se sont dit on ne va pas non plus les laisser sans TVA parce qu'évidemment, la TVA que vous ne payez pas à l'État, c'est de l'argent en moins dans les caisses de l'État. Et du coup, l'État a dit OK jusqu'à un certain montant, mais passé ce montant, il faudra payer la TVA. Donc, en achat-revente, si votre chiffre d'affaires, il est compris, il est inférieur à 85 000, supérieur à 85 800 et inférieur à 94 300, l'année suivante, il faudra payer d'office la TVA. Par contre, si vous dépassez ce qu'on appelle le seuil majoré de 94 300, là je suis bien dans l'achat-revente, vous avez l'obligation non seulement de la déclarer sur vos factures, mais de la payer à l'État au premier jour du mois de dépassement. Et en prestation de service, si votre chiffre d'affaires est supérieur à 34 400 et inférieur à 36 500, donc là, en fait, l'État vous laisse une petite marge de manœuvre, mais par contre, au 1er janvier suivant, il faudra la payer. Ou alors, si vous dépassez le plancher dès la première année à 35 500, au premier jour de dépassement, vous avez l'obligation de payer la TVA à l'État. Et ce que ça engendre derrière, c'est-à-dire que vous avez l'obligation d'ajouter sur vos factures. Il est possible aussi de démarrer une activité de micro-entreprise et être assujetti à la TVA dès le premier euro. Si vous souhaitez, pour une raison, souvent les gens qui font de l'achat-revente, ils aiment bien récupérer évidemment la TVA sur leurs achats. Donc, ça peut être une option à demander aux impôts. Dès le premier euro de chiffre d'affaires, moi, je souhaite être assujetti à la TVA parce que j'ai des achats à faire et c'est intéressant que je la récupère. Ou aussi parce que je travaille avec des professionnels. Quand on travaille en direct qu'avec des professionnels, les professionnels, ils aiment bien avoir des factures de TVA puisqu'ils peuvent la récupérer aussi. Donc, sachez que c'est possible. Il suffit de faire un courrier aux impôts en disant, voilà, je me déclare en tant que micro-entrepreneur, mais je souhaite, dès le premier euro, être assujetti à la TVA. C'est tout à fait possible. Par contre, sachez qu'à partir du moment où vous faites cette demande, vous vous engagez pour 2 ans obligatoirement. Et il y a une sorte de tacite reconduction. Donc, si vous voulez arrêter au bout de 2 ans, il faut faire un courrier en amont pour que ça s'arrête. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça complexifie un peu le système, ce truc de TVA, parce que derrière, ça veut dire à un moment donné ajouter de la TVA à vos factures et puis payer de la TVA à l'État. Ça veut dire faire des déclarations auprès des impôts, en principe tous les trimestres, pour payer la TVA que vous avez collectée auprès de vos clients. Pas toujours évident. Laetitia, est-ce que ça te semble clair, mes explications? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, pas de choses particulières par rapport à la TVA. Peut-être une alerte au niveau de la prestation de services et notamment ce qu'on constate, nous, au niveau de la chambre de Ah oui. métier, dans l'activité du bâtiment notamment. On arrive très, très vite à ce seuil 34 400, enfin, si on prend 36 500, je me fais très vite, ça fait 3 000 € de chiffre d'affaires en prestation de services par mois à ne pas dépasser. Donc, c'est vrai que c'est une vigilance à avoir au démarrage, dès le départ, au niveau de votre prévisionnel de chiffre d'affaires. C'est certes
de l'administratif, hein. Ce sont des choses à prendre en compte sur les déclarations de TVA. C'est parfois une facilité de dire je suis en franchise de TVA, je ne demande pas de TVA et j'en fais pas payer à mes clients. Mais en réalité, on peut vite dépasser le seuil. Donc, il vaut mieux le voir très. Enfin, nous, on vous sensibilise par rapport à ça, hein, mais on peut très, très vite passer le seuil au niveau de la prestation de service. C'est bien de le rajouter, effectivement. Je vois qu'il est déjà 14h43. On va avancer un petit peu vite, oui. Alors, le micro-entrepreneur est également redevable de la taxe pour frais de chambre consulaire, hein. Donc, ça, c'est pour les consulaires, chambre de métier et chambre de commerce. Vous allez avoir, mais ça sera prélevé en même temps que vos cotisations sociales et quand vous allez déclarer votre chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF. Bon, c'est des très petits taux, mais il faut le savoir. Vous avez aussi la contribution à la formation professionnelle, comme toute entreprise, hein. C'est vrai qu'au démarrage de la micro en 2009, il n'y en avait pas. Et puis, il y a eu du lobbying de fait de certaines professions qui ont fait que, en disant les micro-entrepreneurs, ce sont aussi des chefs d'entreprise. Nous, on paye, les autres entreprises ont dit, nous, on paye de la contribution à la formation professionnelle. Donc, pourquoi pas les micro-entrepreneurs? Donc, aussi, vous allez avoir à payer de la contribution à la formation professionnelle, ce qui vous permettra peut-être à un moment donné de demander aussi des aides financières pour faire de la formation. Comme vous contribuez à la formation, vous aurez peut-être droit à un moment donné d'avoir des aides financières pour ça. Ces taxes sont proportionnelles au chiffre d'affaires et sont recouvrées en même temps que les cotisations sociales lors de votre déclaration. C'est ce que je disais à l'instant. On arrive à la fin des taxes. Vous avez aussi la cotisation foncière dans les entreprises qu'on appelle la CFE. C'est un petit peu la taxe d'habitation, j'ai envie de dire, de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez déclarer une activité à une adresse. Alors, soit sur un emplacement commercial dans une boutique, mais en micro, ça m'étonnerait, ou soit chez vous, à votre domicile. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, les impôts vont identifier qu'à cette adresse, il y a non seulement la personne en tant que privé, mais il y a aussi une adresse d'entreprise. Et du coup, voilà, hein, l'État vous fait payer un peu tout ce qu'on paye dans la taxe d'habitation, alors qui va a priori disparaître d'ici quelques années. Mais c'est un peu l'utilisation des routes, le traitement des déchets, etc. Donc, vous allez aussi payer une CFE. Les micro-entrepreneurs qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 € sont exonérés. Ça, c'est pour les petites activités. Et puis après, la base minimale et le taux sont décidés par votre commune d'implantation, hein. C'est en fonction de la commune sur laquelle vous allez déclarer votre activité qui déterminera, en fonction de votre chiffre d'affaires, puisqu'il y a plusieurs assiettes, un taux. Bon, c'est un peu compliqué. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé précisément votre taxe d'habitation personnelle, c'est un peu les mêmes méthodes de calcul, donc ce n'est pas toujours évident à y comprendre. Mais en attendant, vous la paierez. Cette taxe, on ne la paye pas la première année de déclaration, on la paye à la fin de N+1. Hein, donc, si vous démarrez en novembre 2021, vous ne la paierez que fin 2022. Le micro-entrepreneur a des obligations comptables minimum, donc ouverture d'un compte bancaire, sauf si votre chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 €, il n'y a pas d'obligation quand on a un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 € pendant 2 ans d'avoir un compte bancaire. Encore une fois, ce n'est pas un compte bancaire professionnel, parce qu'un compte bancaire professionnel, ça coûte tous les mois. Vous pouvez très bien avoir un compte dédié à cette activité. Après, ça dépend de la micro-entreprise. Est-ce que pour vous, c'est une activité parallèle ou une activité principale? Bon, souvent, c'est quand même très bien de différencier le compte personnel du compte professionnel. Mais ça, c'est la loi vous propose de ne pas forcément avoir un compte pro si votre chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 €. Sur vos factures, il est très important, si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, de mentionner obligatoirement l'article 293 B du Code général des impôts. Vous avez évidemment l'obligation de faire des factures en bonne et due forme et de tenir un livre-journal détaillant vos recettes. Et puis, la tenue d'un registre récapitulatif des achats aussi, uniquement pour les activités d'achat-revente. Ça, c'est le volet législatif et obligatoire. Moi, je conseille à tous les micro-entrepreneurs d'avoir un registre de recettes et un registre de dépenses parce qu'à un moment donné, ça vous permet vraiment un moyen de mesurer la rentabilité de votre activité. Je sais tout ce qui rentre et je sais tout ce qui sort pour mesurer les choses. J'avance un petit peu parce que je vois qu'on est
un peu en retard. Donc voilà, après, à vous de faire vos factures en bonne et due forme, avec évidemment votre identité, votre numéro sirène qui prouve que vous êtes bien inscrit. Combien de fois je vois des micro-entrepreneurs avec des factures ou des cartes de visite où il n'y a pas le numéro sirène et franchement, ça ne fait pas très professionnel. Là, ça prouve que vous êtes bien inscrit, que vous travaillez bien en toute légalité. Après, vous avez l'obligation de mentionner évidemment l'identité de votre client, la désignation de votre produit, la quantité, le prix, et vous êtes bien en net de TVA, hors taxe, avec la mention TVA non applicable, article 293b du Code général des impôts. Bon, après, si vous voulez des modèles sur le moteur de recherche, vous en trouvez sans problème. Ça, c'est un exemple juste pour vous dire à quoi ressemble un livre de recettes. C'est simplement, ça peut être tout simplement un cahier où vous mettez, à chaque fois que vous faites une facture, le numéro de facture, la date, qu'est-ce que vous avez vendu, à quel client, quel montant et comment il vous a payé. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, vous avez un contrôle, on va vous demander non seulement votre classeur de facture, mais en même temps ce livre de recettes et on peut vous demander aussi le compte bancaire pour voir ce qui est bien été versé ou pas. Ça, c'est la même chose, mais pour les achats. Moi, je vous conseille vivement, même si ce n'est pas obligatoire, si vous êtes en prestation de service, de mentionner toutes les charges que vous avez à payer par rapport à votre activité pour mesurer à un moment donné la rentabilité de l'activité. C'est hyper important. Là, j'ai fait un petit tableau qui permet assez rapidement, vous pouvez le faire chez vous, de mesurer un peu votre rentabilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, combien de chiffre d'affaires je prévois de faire. Combien, alors évidemment, si je fais de l'achat-revente, j'ai de l'achat de matières premières ou de marchandises. Si je fais de la prestation de service, je n'en ai pas. Quels vont être mes frais généraux, mes frais de déplacement, mon carburant, mon assurance, enfin, toutes les charges d'exploitation que je vais avoir à payer, on peut les estimer. Les charges sociales, évidemment, c'est facile, c'est un pourcentage, là j'ai mis le taux plein, c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires, la contribution à la formation professionnelle et j'ai pris l'option prélèvement libératoire parce que sinon je ne connais pas votre montant d'impôt. Donc là, j'ai mis les pourcentages liés au prélèvement libératoire et ça vous permet comme ça de mesurer, ben voilà, première année d'activité, je prévois de faire 68 000 500 € de vente de chiffre d'affaires et du coup, mon bénéfice net, une fois que j'ai enlevé toutes mes charges, représente 11 028 et idem pour la partie prestation de service. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. On est là aussi, nous, les chambres consulaires, pour vous aider à le réaliser si vous avez besoin pour mesurer la rentabilité de votre activité. Ne pas oublier, il est fortement recommandé d'être assuré pour votre activité professionnelle. Votre assurance civile ne suffit pas. Vous devez souscrire une assurance professionnelle, une responsabilité civile professionnelle. Ça, c'est indispensable d'assurer votre activité. Il suffit d'aller voir des assureurs et de faire des devis par rapport à votre profession et vous faire des propositions. Et puis, évidemment, nul n'est censé ignorer la loi, je le disais tout à l'heure. Respecter les règles et normes en vigueur exigées par l'activité que vous exercez. La réglementation, elle est liée évidemment pour tout le monde. Quelquefois, il y a des activités où il faut un niveau, notamment je pense aux activités de Laetitia, de la Chambre des métiers, ou toutes les activités du bâtiment principalement, on demande aux gens obligatoirement soit un niveau de formation, soit une expérience professionnelle pour pouvoir s'installer. Donc, il vaut mieux le savoir avant de démarrer. Il y a des activités où il y a des autorisations administratives qui sont demandées. Les établissements recevant du public, vous savez qu'il y a des normes pour les personnes à mobilité réduite. Il faut respecter des largeurs de porte, etc. Donc, il faut mieux identifier tout ça en amont pour le prévoir et pour ne pas le subir. J'interviens, Brigitte. Il y a Oui. aussi, dans les micro-entreprises, il n'y a pas d'assurance obligatoire véritablement. Vous le verrez peut-être si vous participez au webinaire de tout à l'heure sur les assurances. En revanche, elles sont fortement conseillées et il y en a une qui est obligatoire, c'est la décennale dans le bâtiment. Donc, même si on est micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, beaucoup pensent que la décennale n'est pas obligatoire lorsqu'on est sous ce régime, c'est faux. Et aujourd'hui, il y a l'obligation de la mentionner sur les factures. Oui, aussi. Voilà, on a fait un petit peu la présentation assez rapide, mais voilà, qui vous donne les premiers éléments par rapport à la micro-entreprise. J'aime bien finir aussi avec ce petit schéma qui, vous voyez, là aujourd'hui, on a abordé en fait la partie un peu juridique, fiscale et sociale, ce que vous allez avoir à payer, etc. Mais qu'en amont, je ne sais pas s'il y en a certains
de vous qui ont participé au premier atelier que j'ai animé ce matin, il faut se poser les bonnes questions par rapport à son projet et toujours identifier l'adéquation au projet, l'approche marché. Je dis toujours, on peut avoir le plus beau produit ou le plus beau service du monde. S'il n'y a pas de marché, il n'y aura pas de chiffre d'affaires. Donc, à un moment donné, il faut bien étudier son marché. Faire une étude financière, parce qu'il n'y a que quand on met les chiffres dans les cases, je dis souvent ça aussi, qu'on peut mesurer effectivement la rentabilité de l'activité. Et puis après, allez voir la banque si vous avez besoin de financement et puis vous immatriculez. Toutes ces étapes sont indispensables pour la mise en œuvre d'un projet et puis un peu sécuriser les choses. On va donc terminer là-dessus. J'ai un peu fait avantages, inconvénients de la micro-entreprise. Comme je le disais, de toute façon, la création ou la reprise d'entreprise, ce n'est pas une science exacte. Il n'y a pas de statut ou de régime idéal. C'est vraiment lié au projet. Ce qu'il faut savoir quand même sur la micro-entreprise, les avantages, c'est effectivement la simplification des obligations comptables et fiscales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense, beaucoup de personnes vont vers ce sujet. Calcul des cotisations simple et libératoire, évidemment, vous savez, vous faites du chiffre d'affaires, je paye des charges, je ne fais pas de chiffre d'affaires, je ne paye pas de charges. Alors que sur les autres structures juridiques, évidemment, il y a un minimum de charges à payer, mais derrière aussi, ça a des conséquences, évidemment. Pas de TVA à facturer et à payer tant que l'on ne dépasse pas les seuils. Et puis, l'inscription est gratuite. Donc ça, ce sont les avantages. Après, les inconvénients, c'est que, évidemment, vous n'avez pas d'informations financières que l'on dit fiables. C'est-à-dire qu'évidemment, comme vous n'avez pas l'obligation d'avoir de comptable, demain, si vous voulez vendre votre activité, du coup, vous n'aurez que du déclaratif à proposer à votre acheteur et que du coup, ça n'a pas une valeur, on va dire, réglementaire. Donc, ça sera un peu plus difficile pour négocier le prix. C'est un frein au développement, évidemment, puisqu'il y a une limite de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Donc, à un moment donné, effectivement, il faudra changer de régime. Perte de la TVA sur les investissements, comme on le disait tout à l'heure par rapport à la TVA. Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA et que vous avez des achats à faire, évidemment, vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur vos achats. Et puis, ce qu'il faut savoir quand même, et ça a bien été abordé ce matin par l'URSSAF, il faut quand même faire un minimum de chiffre d'affaires si vous voulez valider les trimestres de retraite. À un moment donné, en fonction de votre chiffre d'affaires, je veux dire, ce n'est pas parce que vous êtes déclaré en micro-entreprise d'office que vous allez avoir 4 trimestres à l'année. C'est lié à votre chiffre d'affaires et j'ai mis quelques chiffres de chiffre d'affaires pour valider 4 trimestres. Si je suis en achat-revente, il faut que je fasse un minimum de 20 740 € pour valider 4 trimestres. Si je fais un peu moins, ça sera 3. Si je fais encore un peu moins, ça sera 2. Et si je fais encore un peu moins, ce sera 1. Donc ça, il faut le savoir. C'est vrai, quand on est jeune et quand on démarre, on n'y pense pas forcément a priori tout de suite, mais à terme, c'est important. Parce que si vous vous mettez en micro-entreprise et que vous avez besoin quelquefois des personnes pour atteindre la retraite, si vous voulez valider des trimestres, il faut le savoir. Voilà un peu si on peut raccourcir les avantages et les inconvénients du statut. Là, j'ai mis quelques éléments pour vous pour aller faire des recherches. Le problème du net, souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'infos, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont à jour. Et donc, il y a un site dédié à la création reprise qui s'appelle BPI France Création, où vous avez vraiment plein d'informations sur la création ou la reprise d'entreprise. Et du coup, vous êtes sûr que là, vous avez la bonne information parce qu'elle est mise à jour régulièrement. Donc, BPI France, c'est une association reconnue d'utilité publique financée par les consulaires avec des gens qui travaillent au quotidien sur ce site. Donc, n'hésitez pas à y aller. Là, je fais un peu de pub pour la Chambre de commerce et d'industrie. On a une plateforme qui s'appelle CCI Store, qui est une marketplace en fait, où toutes les entreprises conçues par des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Donc, vous pouvez trouver sur cette plateforme tous les outils qui peuvent vous aider dans votre activité au quotidien. Là, moi, je ne suis pas payée par Planète Auto-Entrepreneur, mais c'est juste un site internet dédié à l'auto-entreprise que je trouve plutôt bien fait. Et c'est toujours bien de pouvoir gratuitement s'inscrire à une newsletter de façon à recevoir régulièrement tout le côté un peu législatif aussi des choses. Donc, vous êtes au courant de tout ce qui se passe et de tout ce qui évolue parce qu'aujourd'hui, on vous a présenté des choses avec des chiffres, des éléments, mais peut-être que la loi de finances 2022 va changer. A priori, je ne pense pas parce que je pense que l'État il a d'autres problématiques à gérer aujourd'hui, mais
On ne sait jamais. On a déjà vu depuis 2009, ça a évolué et ça a changé. Donc, pour être au courant. Et puis, évidemment, le site de l'URSSAF, puisque quelle que soit votre activité, vous aurez l'obligation de déclarer votre chiffre d'affaires sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. Je profite de l'action promo, là. Tu parlais aussi au niveau de la chambre de commerce. La chambre de métier aussi, on a des actions de formation, des formations spécifiques sur le régime micro-entreprise, où pendant 2 jours, on fait le tour d'horizon de ce qu'a évoqué Brigitte à l'instant. Et c'est aussi accessible aux personnes qui ont déjà créé leur entreprise. Parce que Oui. c'est une formation qui est certifiante. Donc, dans le cadre du CPF, par exemple, Ça peut pas être pris en charge. du CPF, ça peut être pris en charge. Et la CCI, alors peut-être que je m'avance, mais j'ai peut-être pas entendu. Vous faites aussi les ateliers micro-entreprises. Oui, oui, on fait aussi des ateliers sur la micro-entreprise. Alors, nous, pas sur 2 jours, c'est des petits ateliers de 2-3 heures, puisqu'on les fait maintenant en visio, on ne les fait pas en présentiel. Donc, on fait des petits ateliers de 2 heures où on reprend un peu ce qu'on a vu, mais un peu plus détaillé, puisqu'on a 2 heures. C'est ça la problématique souvent. Bien, alors, on arrive à la fin. Bonne continuation et puis à bientôt.